Je m'appelle Jamila. J'ai 37 ans. Et le jour où le CV de mon frère a atterri dans ma messagerie professionnelle, j'ai regardé son nom pendant 7 minutes exactement avant de faire quoi que ce soit. 7 minutes. Il y avait une photo d'identité en haut à droite de la page. Karim souriait, comme toujours, de ce sourire qui donne l'impression que la vie n'a jamais vraiment eu prise sur lui, que les choses finissent toujours par s'arranger d'une façon ou d'une autre, que l'inquiétude est une question de tempérament, et que le sien ne s'y prête tout simplement pas. Poste souhaité, commercial sédentaire, secteur logistique, disponibilité immédiate. Et en bas de la lettre de motivation, cette phrase que je ne me souviendrai jamais d'avoir lue sans ressentir quelque chose dans le sternum. Motivé, rigoureux, doté d'un sens aigu des responsabilités. J'avais 67 000 euros d'épargne quand j'avais 31 ans. Maintenant, il voulait un emploi. Et c'était moi qui tenais le dossier. Si tu ne connais pas encore cette chaîne, abonne-toi maintenant, avant que cette histoire commence. Elle va vite et je préfère ne pas te perdre en route. Mets un like pour me dire que tu es là. Et si tu veux, dis-moi en commentaire d'où tu regardes et à quelle heure il est chez toi. Ça compte, de savoir qu'on n'est pas seul à être là. Maintenant, laisse-moi t'emmener au début. Je suis née à Thiers, dans le Puy-de-Dôme. Si tu ne connais pas, c'est une petite ville de la montagne auvergnate, connue pour ses couteliers depuis le Moyen Âge, pour ses rues pavées qui descendent en pente raide vers la Durolle, et pour peu d'autres choses. Mon père, Rachid, était mécanicien dans un garage de la zone industrielle. Ma mère, Malika, était aide-soignante de nuit à l'hôpital de la ville. Ils avaient quitté Béjaïa en 1983, 10 ans avant ma naissance, et ils avaient construit quelque chose de modeste, de stable, de réel. Un appartement HLM propre au centre-ville, les courses calculées à l'avance dans un carnet à spirale, les livres de comptes tenus à la main par mon père, avec une précision presque cléricale. Jamais de dette, jamais de superflu, mais aussi jamais de manque de ce qui compte vraiment. Mon père faisait le café le dimanche matin avec 2 sucres, même quand il était au régime. Il regardait par la fenêtre sans rien dire. Il remontait sa montre chaque matin, une vieille Lippe mécanique des années 80, avec le même geste précis, 2 tours dans le sens des aiguilles. On n'était pas riche. On ne manquait de rien d'essentiel. J'ai appris très tôt à tenir cette différence comme un équilibre, à ne pas la confondre avec autre chose, à ne pas y voir ni une chance ni une honte, juste un cadre, et à l'intérieur du cadre, ce qu'on décidait d'en faire. Mon père est mort d'une crise cardiaque le vendredi 14 novembre de mes 14 ans, à 6h20 du matin, avant que je parte au collège. Je savais avant que ma mère n'ouvre la bouche, je l'ai su à la façon dont elle s'est assise dans la cuisine, à la façon dont elle a posé ses 2 mains à plat sur la table et n'a plus bougé du tout. Karim avait 10 ans, moi j'avais 14. Et quelque chose, à partir de ce moment-là, s'est réorganisé dans notre maison sans que personne ait besoin d'en parler. Comme quand on retire une pièce maîtresse d'une structure et que tout le reste se redéplace silencieusement pour compenser. Ma mère répétait souvent, dans les années qui ont suivi, cette phrase. Ton père aurait voulu que tu sois forte pour les autres, que c'était dans ma nature et qu'il l'avait vu avant tout le monde. Je croyais que c'était un compliment. Il m'a fallu du temps pour comprendre que c'était une assignation. J'ai obtenu mon bac avec mention, j'ai fait un BTS de gestion administrative à Clermont-Ferrand, que j'ai financé en grande partie moi-même grâce à un job de caissière le week-end et pendant tous les étés. 2 ans à dormir chez une amie pour économiser le loyer. Mon premier poste dans les ressources humaines, à 22 ans, dans une PME de transport à Vichy. 1680 € net par mois, bureau partagé, les dossiers de paie à la main parce que le logiciel ne fonctionnait que 2 jours sur 3. Le premier mois, j'ai mis 200 € de côté. Le deuxième, 250. Puis 300 quand j'ai eu ma première augmentation, la deuxième année. Je faisais ça avec la même régularité que mon père tenait ses livres, sans en parler à personne, sans me féliciter, sans me plaindre.
Il y avait des mois compliqués, la voiture en panne, le loyer de ma mère quand ses fins de mois étaient impossibles, l'argent prêté ici et là, dont une partie ne revenait pas. Mais je continuais à mettre de côté en parallèle, dans un compte livré que j'ouvrais une fois par mois pour regarder le chiffre, et que je refermais immédiatement parce qu'il ne fallait pas le regarder trop souvent, comme une plante qu'on arrose et qu'on laisse pousser dans le noir. À 31 ans, j'avais 67 000 euros. Je le dis à voix haute parce que je veux que ce soit clair, que ce soit présent dans la pièce. 67 000 euros, construits sur 8 années, à partir d'un salaire qui n'a jamais dépassé 2 500 euros net par mois. Ce n'est pas de la chance, ce n'est pas de la magie, c'est de la minutie, de la régularité, et beaucoup de renoncements dont personne ne saura jamais le nom. Si tu as déjà eu l'impression d'être la facile, la forte, l'autonome, celle sur qui on peut toujours compter précisément parce qu'on n'imagine pas qu'elle pourrait avoir besoin qu'on lui demande comment elle va, je crois que tu vas comprendre tout ce qui suit. Si quelque chose résonne déjà, mets un like, abonne-toi pour ne pas rater la suite et partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ça. Maintenant, laisse-moi continuer. Hélène travaillait dans le même service que moi à l'époque, chargée de recrutement dans le groupe, déjeuner du jeudi, une amitié qui s'est construite par accumulation de petits faits plutôt que par grand éclat. Elle avait le don rare de poser une seule question au bon moment et d'attendre sans remplir le silence. Quand je lui ai parlé du projet de Karim pour la première fois, le food truck, les études de marché qu'il avait presque finalisées, le local qu'il avait repéré dans un quartier en devenir à Clermont, l'enthousiasme dont il débordait lors de nos appels téléphoniques, elle a bu une gorgée de café, elle a reposé la tasse, et elle a dit « Et il a un business plan chiffré ?» J'ai répondu que oui, bien sûr. Ce n'était pas vrai. Je le savais parfaitement, là, dans cette brasserie, avec ma fourchette à la main. Dire la vérité m'aurait obligée à admettre ce que je refusais encore de regarder en face. Hélène a hoché la tête. Elle n'a pas insisté. Mais je me souviens que ce soir-là, dans le tramway qui me ramenait chez moi, j'ai pensé à sa question pendant tout le trajet, sans réussir à penser à autre chose. Le soir où j'ai fait le virement, il était 21h47. J'étais assise à ma table de cuisine, ordinateur ouvert, un verre d'eau que je n'avais pas bu posé à gauche. Ma mère m'avait appelé dans l'après-midi. La conversation avait duré 40 minutes et avait suivi le chemin qu'elle suivait toujours. Elle commençait par me demander comment j'allais, comment était le travail, si je mangeais correctement, et puis, par cercles de plus en plus petits, elle approchait du centre. Ce soir-là, le centre, c'était ceci. Karim avait besoin de 67 000 euros pour lancer son food truck. Il avait fait les calculs, elle les avait vus, c'était sérieux, il était prêt, il avait juste besoin d'un coup de pouce de départ. 67 000. C'était exactement ce que j'avais sur mon livret. Je ne sais pas si c'était une coïncidence. Je n'ai jamais su. Vers la fin de la conversation, quand j'hésitais encore, quand je disais « je vais réfléchir, je verrai », elle a dit cette phrase, la voix un tout petit peu plus basse, un tout petit peu plus sèche. « Ton père aurait voulu ça, Jamila, tu le sais. » Et j'ai dit oui. J'ai dit « je vais voir ». Et ce soir-là, à 21h47, j'ai saisi les coordonnées bancaires de Karim et j'ai appuyé sur « Valider ». Avant de raccrocher avec lui pour confirmer le virement, j'ai dit, le plus naturellement du monde, « J'ai préparé une reconnaissance de dette simple. Je te l'envoie ce soir, tu me la signes et tu me la renvoies. » Il a ri, pas méchamment, juste de ce rire légèrement condescendant de quelqu'un pour qui les formalités administratives sont une façon de compliquer les choses simples entre les gens qui s'aiment. C'est entre nous, Jamie, t'as vraiment pas besoin de faire ça. J'ai dit que c'était pour moi, pas pour lui, que ça me permettait de me sentir propre dans ma tête. Il a signé le document le lendemain matin et me l'a renvoyé. Je l'ai imprimé, plié en 3, glissé dans une pochette transparente et rangé dans le tiroir du bas de mon bureau. Ma mère a rappelé le soir même, la voix 2 degrés en dessous de son habituel. « T'avais vraiment besoin de faire ça, Jamila ?» J'ai dit « oui ».
Elle a raccroché. Moi, j'ai gardé la pochette. 6 mois plus tard, je demandais des nouvelles du food truck. Il n'avait pas encore trouvé le bon local. 1 an après, le local n'était plus disponible. 1 an et demi après, le projet avait évolué. Une restauration à emporter maintenant, dans un quartier différent d'une ville différente. Je ne savais pas encore, ce soir-là dans ma cuisine de Vichy, qu'il ne resterait rien de cet argent. Rien du tout. Et que la seule preuve tangible qu'il avait existé serait cette feuille de papier dans une pochette transparente, signée par un homme convaincu que ça ne servirait jamais à rien. Le food truck a ouvert au printemps et a fermé 8 mois plus tard. J'ai appris la nouvelle par ma mère, un mercredi soir de novembre, par une phrase courte au milieu d'un appel sur autre chose. Karine traversait une période difficile, il ne fallait pas l'appeler pour l'instant, ça se remettrait. Ce n'était pas une information, c'était une instruction. J'ai dit que je comprenais. Je ne l'ai pas appelé. Lui non plus ne m'a pas contacté, ni pour expliquer, ni pour s'excuser, ni même pour dire que la fermeture avait été douloureuse. Il n'y a pas eu un seul mot. Ce silence avait cette qualité particulière des silences intentionnels. Il avait une forme, un poids, une direction très précise. Dans les semaines qui ont suivi, des nouvelles m'arrivaient de façon indirecte, par ma cousine Samira, par des bribes de conversation que je n'avais pas eues moi-même. Karim racontait à ses relations que son entreprise avait échoué à cause d'un problème avec un associé. Il n'était jamais question de l'argent dans ses récits. Il n'était jamais question de moi. Je pensais à lui parfois, le soir ou sous la douche, avec une sensation étrange. Pas de la colère encore, pas vraiment. Plutôt quelque chose comme de la déception à froid. Le genre qui ne chauffe pas et ne brûle pas, mais qui reste là, posé sur la surface de tout le reste. Je pensais aussi à la phrase de ma mère. Ton père aurait voulu ça. J'essayais de me rappeler la voix de mon père. Pas les mots, juste le timbre, juste la texture de sa voix quand il disait quelque chose d'ordinaire, le soir. Et je n'y arrivais pas toujours. C'est ça, perdre quelqu'un à 14 ans. On garde des fragments, des odeurs, des gestes, mais la voix part en premier. Et quand on utilise ce qu'on croit être sa voix pour te demander quelque chose, tu ne peux pas vérifier si c'est vrai. Je continuais à travailler. 50 heures, parfois 55. Je remettais de l'argent de côté depuis le quasi zéro. 4 800 € le lendemain du virement. Et je recommençais. 300 € par mois, 400 quand c'était possible, avec la même régularité silencieuse qu'avant. Je ne l'avais dit à personne. Reconstruire ce que quelqu'un d'autre a défait, ça a quelque chose d'humiliant si tu le nommes. Alors je ne le nommais pas. Je le faisais, c'est tout. Il y avait une nuit de la fin octobre, la 2e année après le virement, où j'étais dans la petite épicerie du bas de ma rue à Vichy pour acheter du lait, et la radio passait une vieille chanson kabyle. 3 notes répétées, pas grand-chose, quelque chose que mon père chantait à voix basse le dimanche matin, en attendant que le café soit prêt. Je suis sortie de l'épicerie avec mon lait, et je suis restée 12 minutes assise dans ma voiture sur le parking avant de pouvoir rentrer. Je ne pleurais pas. J'attendais juste que quelque chose se replace à l'intérieur, que ce soit possible de démarrer. J'avais failli appeler Karim ce soir-là, demander même un remboursement partiel, 10 000 €, quelque chose. Ce qui m'avait arrêté, c'est que j'avais imaginé la conversation, sa voix, son ton légèrement étonné, la façon dont il me dirait que je ne comprends pas ce que c'est que d'entreprendre, et j'avais posé mon téléphone. Ça m'avait coûté quelque chose. Je ne savais pas encore ce que. Ce n'est pas moi qui ai découvert le mensonge sur l'héritage familial. C'est Hélène qui me l'a appris, sans le savoir. On déjeunait à 3, elle et moi et une autre collègue, et Hélène a mentionné en passant avoir croisé un homme du nom de Karim Rémiri lors d'une soirée professionnelle à Lyon. Sympathique, elle avait dit. Il leur avait raconté qu'il avait reçu un petit héritage familial quelques années plus tôt et qu'il en avait profité pour voyager un peu, prendre du temps, avant de se relancer sérieusement. Un héritage familial. J'ai bu une gorgée de café. J'ai dit « Ah, intéressant ». La 3e collègue avait déjà changé de sujet.
Hélène me regardait avec cette façon qu'elle a de regarder les choses sans les commenter. Elle savait, pas les détails, mais l'essentiel. Elle n'a pas dit un mot de plus. Ce soir-là, de retour chez moi, j'ai envoyé un mail court à mon gestionnaire de patrimoine. Je voulais que la reconnaissance de dette de 67 000 € soit numérisée en haute résolution et archivée dans mon espace de stockage sécurisé. Je n'avais encore rien décidé. Mais quelque chose s'était mis en place silencieusement, comme une pièce d'un mécanisme qui tombe à sa place et qu'on n'entend pas vraiment tomber. On le sent juste, dans les os. 3 mois plus tard, je me retrouvais dans le couloir de chez ma mère à trier des cartons, et je trouvais la lettre. Mais je n'en suis pas encore là. Ce qui compte, c'est ce qui s'est passé entre les deux. La façon dont j'ai continué à aller travailler, à manger, à me lever le matin, à reconstruire ce compte que personne ne regardait, et en parallèle, à comprendre progressivement que ce qui m'avait été pris, ce n'était pas seulement de l'argent. On m'avait pris le droit de dire non. On me l'avait pris proprement, avec affection, avec le prénom de mon père. Et le pire, c'est que j'avais dit oui avec tout ce que j'avais, pas par faiblesse, mais par amour. Et que personne n'avait eu la décence de voir la différence. Je n'admettrai jamais ça à voix haute à quelqu'un qui ne le comprendrait pas. Mais toi, je pense que tu comprends. Parce que tu es encore là. Ce n'est pas rien d'être encore là. Je n'arrête pas de penser à ce que ça veut dire quand on utilise ton amour pour quelqu'un comme une arme contre toi. Savoir exactement à quelle porte frapper parce qu'on sait que tu vas ouvrir. Est-ce que tu t'es déjà retrouvé dans une situation comme celle-là? Mets-le en commentaire, je les lis tous. La lettre, je l'ai trouvée un samedi de mars, dans une boîte en carton, au fond du couloir de chez ma mère. Ma mère venait d'être opérée du cœur. Une intervention bénigne, 2 jours d'hospitalisation, rien de grave. Mais elle rentrait le dimanche et je voulais que l'appartement soit rangé avant. Martin m'attendait dans le couloir, assis sur une chaise en plastique blanc que ma mère gardait là sans raison évidente depuis des années. Je triais les boîtes méthodiquement, une pour conserver, une pour donner, une pour jeter. Et dans cette boîte-là, sous des photos de mariage que je n'avais jamais vues, sous un paquet de lettres de mon père à ma mère, datant du début de leur mariage, il y avait d'autres lettres. Certaines envoyées, certaines non. L'une d'elles, un brouillon de 2 pages sur papier ligné à l'écriture serrée et un peu penchée de ma mère, était adressée à sa sœur Farida. Je l'ai lu du début à la fin, debout dans ce couloir, sans m'asseoir. Au milieu de la 2e page, entre un paragraphe sur la santé de ma tante et un autre sur le prix des billets d'avion pour Béjaïa, il y avait cette phrase. Jamila ne réclame jamais, c'est commode. Je lui ai dit que son père aurait voulu qu'elle aide Karim. Ça marche toujours avec elle. J'ai posé la lettre par terre. J'ai regardé mes mains. J'ai regardé la fenêtre. Dehors, il y avait le bruit du marché du samedi, les voix qui se superposent, les caisses en plastique qu'on empile, le grincement d'un caddie sur le bitume, quelqu'un qui appelait un prénom que je n'ai pas retenu. Je ne pleurais pas. Ce qui remontait, ce n'était pas de la tristesse. C'était quelque chose de froid et de très propre, comme de l'eau glacée dans un verre clair. La phrase que j'avais cru être un appel à ma force, « Ton père aurait voulu ça », était un outil. Un outil qu'elle avait utilisé consciemment, sur moi, parce que ça marchait. Parce que je ne réclamais jamais. Parce que c'était commode. Martin est entré 2 minutes plus tard. Il a vu mon visage. Il a vu la lettre par terre. Il a pris la chaise en plastique du couloir. Il s'est assis à côté de moi, dos au mur, sans rien demander. On est resté comme ça un long moment. Je ne lui ai pas expliqué ce que j'avais lu. Je n'en avais pas besoin. Il était là, c'était suffisant. C'est toujours ce que je lui reproche le moins, d'être là sans que j'aie à le justifier. Si quelqu'un t'a déjà silencieusement vu quand tu croyais que personne ne regardait, mets un like sur cette vidéo. C'est petit, mais ça dit quelque chose. 3 semaines après la lettre, le CV de Karim est arrivé dans ma messagerie professionnelle, un mardi matin à 7h43. J'ai regardé son nom pendant 7 minutes. Je l'ai déjà dit. Ce que je n'ai pas dit encore,
C'est ce qui s'est passé dans ces 7 minutes. Je n'ai pas hésité. Je n'ai pas eu de grande réflexion morale sur ce que je devais faire. J'ai juste regardé son nom et j'ai pensé à la pochette transparente dans mon tiroir. J'ai pensé à la lettre photocopiée dans mon sac depuis 3 semaines. J'ai pensé à Hélène, à sa façon de co-interviewer les candidats sans jamais perdre son sang-froid. Et j'ai su ce que j'allais faire. Je n'en avais pas honte. Je n'en étais pas fière non plus. C'était simplement la suite logique de ce qui avait commencé 6 ans plus tôt dans ma cuisine de Vichy, à 21h47. J'ai pris 48 heures avant de répondre à la candidature. Pendant ces 48 heures, j'ai consulté son profil LinkedIn. 6 posts en 6 ans, aucun n'avait duré plus de 14 mois, les intitulés qui changent légèrement à chaque fois, comme pour masquer la répétition derrière une impression de progression. J'ai aussi cherché dans les informations semi-publiques disponibles dans le cadre de mon travail des données sur la société du food truck, dissolution, liquidation, assurance. J'ai trouvé ce que je cherchais. Le food truck avait souscrit une assurance perte d'exploitation. À la fermeture, une indemnité avait été versée, 14 500 €. Ni moi ni ma mère n'avions jamais entendu parler de cette somme. Je suis allée voir Hélène dans son bureau le mercredi matin, sans préambule. Je lui ai dit « J'ai reçu une candidature d'un membre de ma famille pour le poste de commercial. Je voudrais organiser un entretien en bonne et due forme, avec toi en co-interviewé, comme pour tous les postes cadres. » Elle m'a regardée. Elle a dit « Quand tu veux ». Elle n'a pas demandé de nom, elle n'a pas demandé de raison. On a fixé la date au jeudi suivant, 14 heures, salle C. Le jeudi matin, je me suis habillée comme pour n'importe quelle réunion importante. Pantalon anthracite, chemisier blanc, blazer camel. J'ai mis la montre de mon père. Ce n'était pas un geste symbolique prémédité. Je m'en suis rendu compte dans l'ascenseur, en regardant mon poignet. Karim est arrivé à 13h55. Son costume bleu marine était légèrement trop grand aux épaules, sa cravate bordeaux trop serrée dans son col. Il souriait, ce sourire habituel, facile, qui a toujours précédé les demandes. Il m'a embrassée sur les joues dans l'entrée et il a dit « Ça fait plaisir de te voir », avec le naturel désarmant de quelqu'un qui n'a jamais eu à se justifier. On s'est installé en salle de réunion. Hélène était déjà là, son carnet ouvert, son stylo posé en diagonale. L'entretien s'est déroulé normalement pendant 30 minutes. Karim parlait bien, comme toujours. Il savait raconter les choses, transformer les échecs en apprentissage, les départs forcés en reconversion choisie, le mouvement en trajectoire. Puis, Hélène a demandé comment il gérait les budgets dans ses expériences entrepreneuriales. Il a répondu « J'ai appris de mes erreurs. L'argent qu'on m'avait confié, j'en ai pris soin du mieux possible. » Hélène a incliné légèrement la tête. « Vous dites qu'on vous avait confié ? Vous aviez des investisseurs extérieurs, des associés ?» Karim a eu un petit sourire. « Disons, de la famille, une sorte d'héritage. » J'ai ouvert le dossier posé devant moi. J'en ai sorti 2 documents et je les ai posés côte à côte sur la table, face à lui, sans hâte, comme on pose n'importe quelle pièce dans n'importe quel entretien. Le premier, la reconnaissance de dette. 67 000 €, signé de sa main, daté de 6 ans plus tôt. Le deuxième, la photocopie de la lettre de ma mère à Farida, la phrase soulignée au crayon. Ça marche toujours avec elle. Karim a regardé les 2 documents. Il a reconnu son écriture sur le premier. Il a reconnu l'écriture de sa mère sur le deuxième. Son sourire a disparu, pas brutalement, mais comme une lumière sur un variateur, progressivement, jusqu'au noir. Hélène ne bougeait pas. J'ai attendu 7 secondes, je les ai comptées. Il a essayé de reprendre. « Écoute, c'est un cadre personnel, ça n'a rien à voir avec… » Je l'ai interrompu, voix plate, sans hausser le ton d'un demi-cran. « Je ne vais pas te proposer ce poste, Karim. Ce n'est pas adapté à ton profil. » J'ai rangé les 2 documents dans le dossier.
Je vais t'envoyer les coordonnées d'un cabinet de recrutement spécialisé dans les profils commerciaux. C'est plus efficace qu'une candidature spontanée. Je me suis levée. Hélène s'est levée. Karim est resté assis. Il avait l'air d'un homme qui vient de comprendre qu'il n'est plus protégé. Pas par moi, pas par son sourire, pas par la version de lui-même que sa mère avait construite pour lui pendant 30 ans. Il a dit, très bas, la voix d'un homme qui n'a pas l'habitude de ce qu'il est en train de ressentir. Je suis désolée. C'était peut-être vrai. La honte dans sa voix sonnait réelle, pas performée, pas calculée. Je lui ai accordé ça. J'ai hoché la tête. Je sais. Et je suis sortie. Je suis restée 20 minutes dans ma voiture au parking souterrain sans démarrer, les mains à plat sur les genoux, le moteur froid. Il y avait le bruit des ventilateurs du parking, une légère odeur de gasoil froid, le vrombissement sourd d'un véhicule qui manœuvrait 2 niveaux au-dessus. Je ne m'attendais pas à ce que je ressentais. Dans ma tête, avant que ça se passe, j'avais imaginé quelque chose qui ressemblerait à de la clôture. Ce sentiment de porte qui se referme proprement, de compte soldé, de légèreté. Ce que j'avais, c'était de la fatigue. Une fatigue précise, localisée, qui ne ressemblait pas à celle d'avant. Celle d'avant allait jusqu'au fond et restait là des semaines. Celle-là était en surface, présente, réelle, mais déjà en train de se retirer. Je pensais à Karim, assis dans cette salle, avec son costume trop grand. Je pensais à ma mère dans son appartement de tiers, sa lettre à Farida dans une boîte en carton. Je pensais à mon père. Est-ce qu'il aurait voulu ça? Je n'en sais rien. Je ne peux pas savoir. C'est peut-être ça, le vrai fond de toute cette histoire. Pas la trahison, pas l'argent, mais l'impossibilité définitive de savoir ce qu'il aurait dit si la phrase avait vraiment été de lui. Ce soir-là, en rentrant, il y avait un message de ma mère sur le répondeur. Je n'y ai pas répondu ce soir-là. Dans les jours qui ont suivi, la version de Karim a circulé dans la famille. Il avait dit à plusieurs personnes que je l'avais humilié devant mes collègues. Samira me l'a rapporté, sans parti pris, comme elle rapporte toujours les faits, comme quelque chose qui existe, pas comme un reproche. Ce que Karim n'avait pas anticipé, c'est qu'en se défendant, il avait lui-même mentionné la dette. Il avait dit qu'il comptait rembourser. Ce n'était pas vrai. Mais la mention seule avait suffi à faire bouger quelque chose dans la perception de la famille. Des gens qui n'avaient jamais questionné ont commencé à questionner, discrètement, dans leur propre tête, sans que j'aie à dire quoi que ce soit. La narrative s'était retournée doucement, sans que j'en sois la cause active. C'est ça que je n'avais pas prévu. Que la vérité, une fois posée sur une table, continue de travailler toute seule. Ma mère a rappelé 2 mois plus tard. Elle a dit « J'ai fait ce que je croyais devoir faire. Pas d'excuses, pas d'explications complémentaires, juste ça. » J'ai dit « Je sais » et j'ai laissé ça là. Il y a des choses avec les mères qu'on apprend à tenir autrement, pas à pardonner au sens du tableau blanc et de la page tournée, mais à reposer par terre et à ne plus porter. Ce n'est pas de la sagesse, c'est de l'épuisement qui a mûri et qui ressemble à de la sagesse si on ne regarde pas trop près. Samira est revenue me voir 2 semaines après, on a déjeuné ensemble dans un restaurant du 2e arrondissement, et vers la fin du repas, elle a dit, les yeux dans son verre de rouge, « Tu m'avais prêté 800 € il y a 10 ans. Je t'avais remboursé en 4 mois. Je me suis toujours demandé si tu voyais la différence. » Je voyais la différence. Je la voyais depuis le premier jour. Ce que je n'avais pas su, c'est que d'autres la voyaient aussi, qu'ils regardaient et qu'ils se souvenaient, même quand je croyais que personne ne regardait vraiment. Martin est resté. Hélène est restée. Ces deux-là, je ne les explique pas. Ils étaient là avant, ils sont là après, avec la même qualité de présence que les gens qui n'ont pas besoin que tu te justifies pour rester. Un soir, j'ai sorti une feuille blanche et j'ai écrit une lettre. Pas à Karim, pas à ma mère, à mon père, mort depuis 23 ans, qui n'entendra jamais rien, que j'essaie encore de me rappeler les jours où ça va moins bien. Je lui ai dit que j'avais donné 67 000 € en son nom, que ça ne se refera pas,
Que les vrais grands donnent sans compter est peut-être vrai, mais que compter n'empêche pas d'être grand. Ça empêche juste d'être épuisé. Que j'aurais aimé lui demander directement, que j'aurais aimé entendre sa réponse dans sa vraie voix, pas dans celle que ma mère lui prêtait. Je lui ai dit que j'avais sa lippe au poignet et que je la remontais chaque matin. J'ai lu la lettre à Martin, assis sur le canapé à côté de moi, les coudes sur les genoux. Il a écouté jusqu'au bout. Quand j'ai fini, il a dit « Il t'aurait aimé exactement comme tu es ». C'est tout. C'était assez. Un dimanche d'automne, 6 semaines après l'entretien, je faisais du café dans ma petite cuisine de la Croix-Rousse. La lumière de novembre entrait en biais par les lattes des volets, ce doré légèrement triste qui n'existe qu'en automne à Lyon, entre 10h et midi, avant que les nuages ne reviennent. J'ai versé l'eau chaude sur le café moulu, j'ai attendu, j'ai versé dans la tasse. Je pensais à mon père qui mettait 2 sucres même au régime, qui regardait par la fenêtre sans rien dire, qui remontait sa montre de ce geste que je connais maintenant par cœur parce que c'est le mien. Je pensais, pas à Karim, pas à ma mère, pas à la salle C du 4e étage. Juste à cette image, lui, debout dans la cuisine de Thiers, un dimanche matin, le café dans la main, qui regarde dehors, qui ne dit rien, qui est là. J'ai 37 ans. J'ai 40 000 € sur mon livret et 12 000 sur mon compte courant. J'ai un travail qui m'appartient d'une façon que rien d'autre dans ma vie ne m'a appartenu aussi clairement. J'ai des gens autour de moi qui ne comptent pas sur moi pour leur survie financière. Le café était chaud, le soleil était de biais. Dehors, le marché du dimanche commençait. Les voix, les vélos, quelqu'un qui jouait de la trompette 2 rues plus loin, pas très bien, mais avec une conviction qui rendait la chose presque juste. Je m'appelle Jamila, j'ai 37 ans, et je sais enfin ce que ça fait d'être exactement où je dois être. Je vais te demander quelque chose avant que tu partes. Est-ce que quelqu'un t'a déjà utilisé quelque chose que tu aimais, une loyauté, un souvenir, une personne disparue, pour te faire dire oui quand tu voulais dire je ne sais pas? Et est-ce que tu l'as vu sur le moment ou seulement après, dans le calme d'un soir ordinaire? Mets-le en commentaire, je les lis tous. Si cette histoire est restée avec toi, si tu penses à ta propre pochette transparente quelque part, à ta propre phrase prononcée au bon moment pour que tu cèdes, abonne-toi pour ne pas rater la prochaine, like cette vidéo et partage-la avec quelqu'un qui a besoin de savoir qu'on peut construire et reconstruire et que ce n'est pas rien.